On commence. Donc merci à toutes et tous d'être là ce matin, un petit peu tôt pour le salon, mais voilà, mieux, comme j'allais dire, on s'intéresse à la filière laitière. Je sais que vous êtes habitués à vous lever tôt. Voilà, donc alors FranceAgriMer, vous le savez, est un établissement public dédié au sujet des filières à travers à la fois l'animation du travail de concertation et de dialogue au sein des filières, mais également l'éclairage de ce dialogue par des études et sur les marchés et la prospective, également l'intervention sur les filières et l'appui à l'internationalisation des filières. Donc je ne me suis pas présentée, je suis Julie Braillard-Mancor, directrice générale adjointe de FranceAgriMer. Et donc à FranceAgriMer, on s'intéresse à toutes les filières agricoles et aux filières de la pêche. Et bien sûr, on s'intéresse également aux filières laitières, à la filière laitière, secteur économique majeur et qui va nous intéresser en particulier ce matin. Nous nous y intéressons donc en matière de suivi économique dans notre travail quotidien, puisque FranceAgriMer est un acteur essentiel dans la collecte de données pour cette filière, puisque effectivement nous établissons des cotations de façon hebdomadaire sur la filière lait. Par ailleurs, nous avons une enquête mensuelle laitière que je ne doute pas vous connaissez pour beaucoup et qui est gérée en collaboration avec le service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui est notre partenaire au quotidien sur l'ensemble des filières, puisque je dirais nous sommes plus à la sortie de la ferme et le ministère est plus dans les statistiques et les données prospectives au sein de la ferme et dans tout l'amont de ce qui concerne les filières agricoles et en particulier la filière du lait. Dans nos suivis économiques, nous nous appuyons également bien sûr aussi sur les données de consommation mais également d'abattage qui nous permettent de suivre l'évolution du marché, puisque vous le savez, l'économie de la filière laitière et l'économie de la filière viande bovine sont aussi intimement liées, puisque le français mange aussi et surtout de la viande de vache de réforme, et donc en fait on a aussi ces deux sujets qui sont liés. Alors, vous le savez, en termes de contexte global, depuis plusieurs années maintenant, en fait, depuis évidemment la fin des quotas laitiers en 2015, on constate une tendance globale à la baisse de la production laitière, qui a d'abord commencé dans les zones de moindre production, mais qui, depuis, s'est étalée aux régions plus spécialisées dans la production laitière, dites régions du croissant laitier. Alors, bien sûr, les conséquences sont sensibles sur l'approvisionnement en produits laitiers du pays. Elle commence à se faire sentir, par exemple, au niveau de la production de beurre, puisqu'en termes de consommation, l'importation, le recours aux importations de beurre croissent en France. Nous avons perdu, en termes d'auto-approvisionnement sur le beurre, 8 points en 10 ans, puisque aujourd'hui, je dirais sur les statistiques 2021-2023, sur le beurre, nous sommes à un taux d'auto-approvisionnement de 75%, ce qui évidemment n'était pas du tout le cas il y a une vingtaine d'années. Bon, je ne reviens pas non plus sur la viande, puisque évidemment, comme on l'a indiqué, qui dit moins d'élevage laitier dit moins de vaches de réforme laitière, et donc ça impacte également aussi le secteur de la viande de bœuf sur ce segment-là. Alors ces exemples illustrent l'importance de bien comprendre les raisons de cette déprise laitière, et c'est pourquoi nous avons décidé à FranceAgriMer de cofinancer avec le CNIEL, que je remercie de sa présence également et de notre très bonne collaboration sur ce sujet, mais pas seulement, de cofinancer donc une étude pour essayer de comprendre les déterminants de ces évolutions, et donc une étude qui va vous être restituée aujourd'hui dans ces grands traits pour essayer de comprendre pour la collecte de lait quels sont les changements dans 3 territoires choisis à titre illustratif du croissant laitier.
Étude donc cofinancée à parts égales par le CNIAL et France Agrimaire et réalisée par Ceresco en partenariat avec l'IDEL, que je remercie également pour ces travaux très fructueux et qui vont nourrir la conférence de ce matin. Donc en 2023, quand nous avons lancé cette étude, notre objectif c'était d'essayer de comprendre quelles sont les différences de dynamique dans ces 3 régions. Donc évidemment, ça va vous être présenté plus avant, mais globalement, on a une région, on a certaines régions comme la Bretagne où la production laitière se replie, alors que dans d'autres zones pour autant voisines, en Normandie, alors évidemment au-delà de la frontière du seul Mont-Saint-Michel, dans cette zone qui pourrait paraître assez cousine, on a des évolutions différentes avec une production laitière qui résiste mieux. Et donc l'étude va essayer de voir au travers ces 3 zones, qu'est-ce qui peut expliquer en termes de dynamique de territoire, de dynamique d'économie de filière, les tendances qui, clairement, en termes d'évolution, ne vont pas dans le même sens, et c'est ce qui va vous être restitué aujourd'hui. Alors, en termes de déroulé de conférence, on va d'abord avoir une phase de restitution plutôt quantitative d'état des lieux, qui va permettre d'éclairer quelles sont les tendances et quels sont les choix qui ont opéré pour déterminer ces 3 zones à étudier. Et donc c'est Christophe Perrault de l'IDEL qui vous présentera ça, que je remercie. Puis ensuite, nous aurons une phase de restitution plutôt qualitative avec donc une présentation sur les 3 zones choisies et les évolutions qui ont été, j'allais dire, étudiées par Christine Gozianski de l'IDEL, que je remercie également. Et puis enfin, Thomas Lefebvre de Ceresco finira la présentation de l'étude au travers de quelques recommandations, et je le remercie également. Mais nous ne souhaitions pas, j'allais dire, circonscrire cette conférence à la seule étude, mais aussi avoir un éclairage de terrain. Et c'est pourquoi, collectivement, nous avons tenu aussi à donner la parole à un acteur industriel du secteur laitier, en la personne de Valérie Chailloux, voilà, que je remercie, de Biolay, qui pourra témoigner des actions qui ont été entreprises dans son entreprise, qui ont été mises en œuvre dans son entreprise pour maintenir, voire réimplanter de l'élevage laitier. Et je vous remercie également, Madame, de votre présence et de votre présentation à venir. Alors vraiment, je souhaite vous remercier, Mesdames et Messieurs les intervenants, pour votre disponibilité et votre engagement sur cette étude et sur la filière laitière. Mais avant de vous passer la parole, je vais d'abord céder le micro à Monsieur Alexis Descamps, voilà, le président de la commission économie du CNIEL, pour, j'allais dire, voilà, présenter également cette conférence, puisque nous sommes partenaires. Je vous remercie, je vais être très bref. En fait, effectivement, on sait que la production laitière a baissé ces dernières années. Elle a un petit rebond sur 2024, mais voilà, avec des problèmes sanitaires, aujourd'hui ça patine un peu. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre un petit peu effectivement quel phénomène par rapport à cette déprise laitière, sachant que les fondamentaux, c'est-à-dire que les marchés sont demandeurs, la demande est là, à la fois française et mondiale, donc il faut être en capacité de pouvoir y répondre. Et notre objectif au niveau de l'interprofession, c'est en tout cas de maintenir la quantité de lait qui est produite aujourd'hui. Donc on est autour de 23 milliards. Voilà. C'est au minimum de maintenir cette dynamique-là. Et donc il était important de pouvoir effectivement avoir un éclairage par rapport à quels sont les phénomènes qui expliquent le fait que des producteurs, jeunes ou moins jeunes, décident à un moment donné d'arrêter le lait dans leur carrière. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole sans plus tarder à Christophe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci pour cette introduction très complète qui va me permettre de gagner au moins 3 diapos. Voilà. Donc, je commence sur la partie quantitative. Donc, pour vous rappeler en fait que dans ce phénomène de déprise laitière, il y a un moteur démographique qui est assez
prégnant au niveau de la production laitière, parce qu'à gauche, vous avez la pyramide des âges des éleveurs et éleveuses laitiers en 2020 qui montre un double déséquilibre, en fait, hein, donc d'une part en faveur des hommes les plus âgés, entre 55 et 60 ans, et un déficit de femmes aussi, de moins de 55 ans. Donc ça, c'est la situation 2020. En fait, le film démographique dans le secteur laitier, il évolue très rapidement, puisque si on regarde l'évolution de la pyramide des âges entre 2015, 2018 et 2023, on voit que ça avance très vite. Et la particularité du secteur laitier, c'est que les éleveurs ne restent pas ou très peu après 60 ans. Et donc, en fait, la progression de la pyramide des âges vers la droite entraîne un peu mécaniquement une baisse du déséquilibre démographique et de la pointe, en fait, de cette pyramide des âges. Ce qui ne serait pas le cas dans les autres secteurs. Dans les autres secteurs, les agriculteurs et les éleveurs restent plus longtemps en place, et donc la vague démographique progresse et baisse beaucoup moins vite. Et donc les projections démographiques indiquaient que 50% des producteurs de lait de vaches en 2018 devraient être partis en 2027, et en 2023, on était déjà à 30% de départ. Donc ce moteur démographique, en fait, il est largement responsable d'un phénomène que vous connaissez qui s'appelle la décapitalisation. À gauche, vous avez l'évolution du nombre de vaches allaitantes en rouge et du nombre de vaches laitières en bleu. Autour de 2018, là, il y a eu un alignement des planètes qui a conduit à une baisse assez vertigineuse des deux cheptels, avec un nombre très important de sorties assez mal remplacées dans le secteur bovin, de l'ordre de 40 à 50% de taux de remplacement des départs, ce qui est très faible. Donc la nouvelle phase est quand même plus ouverte, plus optimiste, parce que notamment alimentée avec les possibilités offertes par le nouveau prix du lait et la revalorisation des revenus, puisque depuis notamment 2021, on assiste quand même à un rebond des installations après le Covid. Il y a un choc de robotisation qui est très fort. On est passé de 13% d'installations robotisées en 2021 à 19% en 2023, et même davantage dans la moitié nord. Il y a une reprise des embauches de salariés qui avait été stoppée par la crise de 2015 autour de 15%, et qui rebondit assez vivement. Là, on est à 20% en 2023. Et il y a une reprise de la croissance des exploitations de grande taille, de 150 à 400 vaches. Donc plus de 400 vaches, ça reste très symbolique en France par rapport à ce qui se passe en Europe, mais ça frémit très légèrement, alors que ça avait été bloqué par l'affaire des 1000 vaches. Donc l'autre composante essentielle en matière de déprise laitière, c'est les contrastes territoriaux. Ça a été rappelé, en fait, il y a un certain nombre de zones. À gauche, vous avez la localisation des exploitations laitières en 2024. Au milieu, la variation entre 2019 et 2024. Donc c'est là où il y a une décapitalisation. En bleu, plus c'est bleu, plus ça baisse. Donc si je vous montrais l'animation de cette carte, en fait, il y a eu un mouvement de déprise qui est monté du sud-ouest, qui a remonté toute la côte atlantique jusqu'au sud de la Bretagne, et qui a progressé un peu vers l'intérieur de la Bretagne, ce qui a suscité en fait l'intérêt pour cette étude. Mais on voit qu'il y a quand même une zone de résistance ici. Donc ça a été évoqué aussi aux confins de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de la Loire, autour de l'Orne, la zone la plus dense française. Sur la carte de droite, en fait, elle a quand même tiré beaucoup son épingle du jeu dans l'après-quota, alors que la Bretagne est plus incertaine, et la Vendée est marquée par une déprise laitière très significative sur la période récente. Donc ça va être les zones d'intérêt qu'on est allé voir. Donc autre façon de représenter ces contrastes territoriaux, c'est l'évolution en indice à gauche du nombre de vaches laitières et à droite du nombre d'exploitations. Vous voyez qu'il y a un faisceau, en fait, donc la déprise n'est pas homogène. Donc 85, c'est le département de la Vendée, donc on voit qu'il se décroche très nettement. Donc là, il n'y a que les départements du croissant laitier de la Loire-Atlantique jusqu'au département du Nord. Donc on voit qu'il y a un faisceau qui va de la Vendée aux 59 départements du Nord, et le 61, l'Orne, qui est un département emblématique de la Vendée,
de la Normandie, baisse peu, alors que les départements bretons, 56 et 29, sont aussi marqués par un début de décapitalisation beaucoup plus fort que le reste. Donc la partie quantitative a essayé de creuser un peu les raisons des arrêts des exploitations laitières qui ont arrêté entre le recensement agricole 2020 et janvier 2024. Donc, avec un zoom sur le nord-ouest, donc il y a 27 160 exploitations laitières qui ont été retenues en 2020 dans la zone d'intérêt, et entre 2020 et 2023-24, donc il y a 3 499 arrêts qui ont été analysés, soit 12,9% des exploitations présentes en 2020. Donc avec une typologie des arrêts du lait et une analyse des facteurs de risque d'arrêt de production laitière, donc le collectif de travail et l'âge des co-exploitants, la taille de l'atelier en nombre de vaches laitières, la zone, le système de production et un éventuel effet transformateur. Donc si sur la typologie des arrêts du lait, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, il y a 57% des arrêts sur la période qui paraissent relativement prévisibles, puisque c'est des exploitations plus petites que la moyenne, mais surtout dans lesquelles tous les co-exploitants ont au moins 55 ans. Et on sait que dans ce cas de figure, en fait, il y a un grand nombre de cédants potentiels qui ne croient pas à la cession de leur exploitation laitière et qui anticipent en fait la fermeture de cet atelier. L'autre type très intéressant d'arrêt, c'est ce qu'on a appelé les effets dominos. En fait, il y a 14% des arrêts qui sont des effets dominos, auquel cas, c'est le départ d'un membre d'un collectif de travail de plus de 55 ans, typiquement un GAEC, qui va entraîner l'arrêt du lait pour tous les co-exploitants. Donc ça va être un phénomène particulièrement marqué en Vendée, comme va l'expliquer Christine tout à l'heure. Et enfin, il y a 17% d'arrêts précoces, donc qui sont moins explicables, un peu plus inquiétants. Aucun co-exploitant de plus de 50 ans, parfois plus jeune. Alors ce qu'on n'arrive pas à voir dans ces fichiers, les fichiers mobilisés, c'est que éventuellement il y avait les parents qui étaient comme bénévoles et qui, en arrêtant, précipitent l'arrêt du lait. Donc ça peut être aussi un effet domino caché. Alors ces typologies d'arrêt en fait sont très différentes d'un département à l'autre. Vous voyez notamment sur la première ligne, en Vendée, il y a 31% des arrêts qui sont des arrêts de type domino. Donc l'effet taille est très puissant aussi. Donc, vous avez ici les taux d'arrêt sur la période par classe de taille. Donc ça va 50% d'arrêt sur les 10-25 vaches à 2,7% sur les plus de 150 vaches, avec 12,3% en moyenne. Donc 86% des arrêts avaient moins de 75 vaches en 2020, alors que la moyenne était de 77. Et cet effet taille est vrai dans tous les départements, mais là aussi, en fait, certains départements sont concernés par des taux d'arrêt plus importants dans les grandes tailles. C'est le cas de la Vendée, deuxième Cologne. 6% des exploitations de 100 à 150 vaches ont arrêté et 7% des plus de 150 vaches. Notamment du fait de cet effet domino dont j'ai parlé. Donc si on regarde un petit peu plus les effets, en essayant de démêler les effets, parce qu'il y a une confusion d'effets entre l'effet taille et l'effet âge, donc il y a une analyse logistique qui a permis de faire ça. On voit qu'il y a bien un risque très fort lié à la taille. Une petite exploitation a 9 fois plus de chances d'arrêter qu'une grande, toutes choses égales par ailleurs. 4 fois plus si elle a entre 50 et 75 vaches. Donc un collectif de travail où tout le monde a plus de 55 ans a 5 fois plus de risque d'arrêt que s'ils sont tous jeunes. Il y a un risque d'arrêt accru pour les systèmes non spécialisés. Alors même si la polyculture élevage reste un maillon essentiel de l'agriculture française et de son élevage laitier, il entraîne un risque d'arrêt quand même plus fort, alors moins massif que les autres, 1,6 fois. Et s'il y a aussi des granivores de façon dominante, cette production, notamment des porcines, est souvent choisie à la production laitière. Et enfin, un effet territorial très fort qui va être décortiqué par Christine. Donc une exploitation de Vendée a 5 fois plus de chances d'arrêter, toutes choses égales par ailleurs, que si elle était dans d'autres zones. Et là aussi, on retrouve que la probabilité d'arrêt, toutes choses égales par ailleurs, est supérieure en Bretagne par rapport à la Normandie. Donc
Pour finir, donc on a regardé un peu s'il y avait un effet collecteur, donc au sens des effets dont je viens de parler. Donc est-ce que le fait de livrer son lait à un collecteur en 2020 augmente ou pas la probabilité d'arrêter 3 ans après? Donc exprimé comme ça, en fait, on ne trouve pas d'effet. Donc l'appartenance à un collecteur à un instant donné ne modifie pas vraiment, ou alors il faut une loupe pour le voir, la probabilité de production à 3 ans après. Par contre, ça ne dit pas que ce producteur peut avoir changé de laiterie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des laiteries qui sont sur des dynamiques de collecte différentes, mais c'est une autre question. Donc il y a bien des choses qui se passent au niveau des collecteurs, mais ce n'est pas un effet suffisant pour décourager la production laitière chez certains producteurs. Donc, avant de passer la parole à Christine, donc là, cette étude quantitative a permis de choisir 3 études de cas. Donc, une zone Bretagne, Morbihan, Finistère, donc des bassins historiques de production laitière, avec un choc démographique très aigu, caractéristique de l'histoire laitière, avec de très nombreuses installations dans les années 90 et qui viennent quelque part à échéance aujourd'hui, mais c'est un choc démographique qui pourrait s'atténuer parce que ça reste un bassin laitier très important. Donc le département de la Vendée, avec des atouts démographiques sur le papier, une proportion d'éleveurs de moins de 40 ans relativement importante, mais comme ils sont insérés dans des GAEC, en fait, je vous ai dit que cet effet pouvait être contrebalancé par des dynamiques peu favorables au lait dans ce cas de figure. Et enfin, une partie de la zone Normandie, donc on a choisi la zone la plus dense et la plus dynamique, avec des taux d'arrêt d'exploitation plus faibles, des taux de remplacement des départs plus élevés. Et en fait, c'est une zone qui est en train de digérer en fait sa croissance très importante de production laitière. Entre 2006 et 2022, par exemple, le département de la Manche a fait 36% de lait en plus. Et donc, les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, il y a quand même une phase de stabilisation, mais on voit que les ressorts de la production sont tout de même là. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Christine pour la suite qualitative. Bonjour à tous. Donc je vais effectivement poursuivre la présentation en allant un petit peu plus précisément sur les territoires. On a réalisé tout un travail en fait d'entretien auprès d'acteurs de la filière, donc que ce soit des éleveurs, des OPA, des laiteries. Donc on a réalisé près de 50 entretiens et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu l'analyse de ce qui a pu ressortir de ces différents entretiens. Donc on va tout d'abord regarder les facteurs de déprise laitière, plutôt de façon transversale. On a regardé en fait les facteurs, on les a classés, je dirais, dans 2 grands ensembles. On va avoir des facteurs de déprise qui sont vraiment propres à la production laitière, qui sont inhérents au lait, et après des facteurs de déprise qui vont vraiment dépendre du territoire. On regardera ensuite les facteurs de maintien du lait sur un territoire. Je vous présenterai un cas concret d'un arrêt d'atelier laitier. On en a vu plusieurs. On n'a pas le temps de présenter tout, mais on pourra regarder un cas concret. Ensuite, on zoomera spécifiquement sur les zones étudiées. Donc, en commençant donc par les 3 départements où on observe effectivement une déprise laitière, comme l'a présenté Christophe à l'instant. Mais on verra en fait que la déprise laitière dans ces 3 départements, il y a vraiment des raisons assez distinctes. Ce n'est pas les mêmes raisons qui expliquent ces déprises laitières. On zoomera ensuite sur notre autre zone, Ouest Horn, Sud-Manche, Nord-Mayenne, où là on a plutôt une zone propice au lait. Et ensuite on regardera un petit peu face à cette déprise laitière, quid un petit peu des industriels. Alors, tout d'abord, pour aller un petit peu plus donc de façon qualitative par rapport à ce qu'a présenté Christophe, quel profil d'exploitation arrête le lait? Donc, on a différents profils et on a vraiment, donc tout d'abord, le premier profil, c'est vraiment un moment crucial quand on est dans une structure sociétaire au moment du départ ou de la retraite d'un associé. Là se pose vraiment la question, ça remet tout en cause. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue le lait? C'est vraiment, je dirais, un moment important dans le déroulé, dans la vie de l'exploitation. Alors, soit on va choisir de maintenir le lait, donc on va
embaucher un salarié, remplacer un associé ou bien investir. Soit on va choisir d'arrêter le lait, même si ça fonctionnait très bien, et on va partir sur autre chose. Soit si on a des surfaces suffisantes, et je vais l'illustrer un petit peu tout à l'heure, on va partir sur des grandes cultures. Soit on va s'orienter plutôt vers un atelier bovin laitant, ou on va choisir de garder une autre production parce qu'on peut avoir aussi des systèmes polyculture élevage. Donc voilà, je vous illustrerai ça tout à l'heure. On peut avoir aussi des arrêts retraite d'exploitation individuelle ou des couples où on n'aura pas de reprise de l'atelier lait. On a aussi les cas de figure aussi suivants, les quarantenaires, que j'ai mis un petit peu entre guillemets. En fait, ce sont des exploitants pour lesquels les premiers prêts sont remboursés et ils ont besoin de réinvestir beaucoup dans l'outil et ils préfèrent arrêter parce que une usure mentale, parce que voilà, une sorte de ras-le-bol. Ils ont aussi gros temps passé sur l'exploitation, problème de main-d'œuvre, et donc ils choisissent d'arrêter le lait. Ils continuent dans l'agriculture, ils vont se spécialiser en céréales, ils peuvent se lancer dans les vaches allaitantes avec céréales ou parfois d'autres productions agricoles. Donc on voit qu'il y a aussi un tournant aussi chez ces profils-là. Et également un autre profil à 55 ans, où là c'est pareil, ils n'arrêtent pas l'activité agricole, leurs équipements sont amortis, ils veulent finir plus tranquilles, ils vont arrêter le lait, ils vont faire des cultures et ou de la viande. Mais voilà, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps, et ils l'exprimaient parmi ceux que avec qui j'ai pu m'entretenir, beaucoup de temps à passer sur leur atelier lait, et ils veulent vraiment, baisser un petit peu le cap. Et aussi, il peut y avoir des arrêts lait pour des difficultés financières, parce qu'on peut être sujet à des investissements importants. Alors on a des exploitations effectivement qui vont arrêter le lait et qui peuvent arrêter le lait parce qu'elles vont avoir une surface importante. Et on verra là encore des cas de figure. Et elles peuvent s'orienter aussi vers d'autres productions, du coup, donc notamment tout ce qui va être culture. On va avoir aussi, et ça reviendra assez souvent, les difficultés à trouver des associés ou des salariés, et également la difficulté à reprendre une exploitation parce qu'on va avoir des capitaux très élevés. Alors en termes de facteurs de déprise, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on les a scindés en deux grands ensembles. Tout d'abord, les facteurs qui vont vraiment être inhérents à l'élevage laitier. Donc tout d'abord, tout ce qui va être coût de la transmission. Déjà depuis un certain nombre d'années, on a des ateliers qui ont énormément grossi et des exploitations qui vont avoir des coûts de transmission élevés. Et donc ça peut être un facteur de déprise. Tout ce qui va être prix, donc le prix du lait évidemment, mais au-delà du prix du lait, c'est vraiment la marge et la rentabilité de l'atelier laitier. Donc on nous exprimait la volatilité du prix, des laiteries qui n'ont pas forcément les meilleurs prix du lait, des écarts de prix entre laiteries, des niveaux de revenus dégagés. Donc là, c'est un facteur effectivement également très très important, le prix et notamment la rentabilité qui en découle. L'ambiance globale également, on va se retrouver parfois dans des secteurs où il y a assez peu et de moins en moins d'éleveurs laitiers. Une densité d'éleveurs laitiers moins forte, aussi des gens fatigués, usés aussi par le métier. Moins il y a de producteurs, plus on va être tenté aussi d'arrêter. Donc l'ambiance globale est très importante. Tout ce qui va être problématique de main-d'œuvre, donc vraiment dans des zones, mais globalement, on est quand même sur des problématiques de main-d'œuvre un petit peu partout. La difficulté à trouver des vachers, des salariés. Parfois, dans des zones, on n'a pas assez de porteurs de projets. Et aussi, dans les structures sociétaires, c'est pas toujours évident de pouvoir s'intégrer dans une société avec l'enjeu ressources humaines. Comme l'a évoqué tout à l'heure Christophe, évidemment l'enjeu démographique qui va être plus ou moins important selon les zones où on va se trouver. Et donc c'est la pyramide des âges et les taux de remplacement qui étaient quand même jusqu'alors plutôt assez bas. Également, on a pu me citer ce genre de choses, la pression familiale non dite, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des enfants qui vont reprendre suite à leurs parents. Ils ont vu leurs parents trimer toute leur vie, ils vont reprendre parce que entre guillemets, pour faire plaisir aux parents, même si ce n'était pas forcément leur objectif, et ils peuvent se retrouver en difficulté, et là aussi, ça va être un facteur de déprise. Et évidemment, et j'aurais pu commencer par celui-là, l'astreinte, tout ce qui va être astreinte de la traite, le temps passé sur l'exploitation, la difficulté à scinder vie professionnelle, vie personnelle, tout ce qui va être qualité de vie et charge mentale, qui est un facteur très très important de déprise. Donc ça, c'est les facteurs inhérents à l'élevage laitier.
On a ensuite des facteurs qui vont être issus du territoire. Et selon les territoires où on va se trouver, on ne va pas avoir ces mêmes facteurs de déprise. Parfois, on va vraiment avoir des facteurs de pression sur l'habitat, avec des cédants qui veulent rester dans leur maison, ou la pression touristique aussi qui peut être forte. Je vois par exemple en Vendée, des zones côtières du Morbihan, voire même du Finistère, où on a des pressions aussi touristiques avec des surcotes des maisons d'habitation, des pressions sur le foncier qui vont venir du tourisme, mais aussi qui peuvent venir d'autres productions agricoles, qui peuvent être très très fortes. On peut avoir des territoires où on va avoir un taux de chômage faible, parce qu'on a une activité économique très importante, on a aussi une activité touristique qui peut être très importante. Donc voilà, des territoires de plein emploi qui vont attirer, je dirais, des salariés vers d'autres secteurs que l'agricole. Également, et ça c'est un point très important, les productions alternatives. Est-ce qu'on peut faire autre chose sur le territoire? Alors effectivement, quand on va se retrouver avec des exploitations qui ont des tailles importantes, elles vont pouvoir s'orienter plus facilement vers d'autres productions de culture. On peut avoir aussi une orientation vers des productions à assez forte valeur ajoutée à l'hectare, donc comme le porc ou comme les légumes de plein champ, ou bien aussi on pourra s'orienter vers du poulet ou des vaches, de la production bovin-viande. Également un point important, et là aussi ça va dépendre vraiment des territoires, ce que j'ai mis un petit peu sous le chapeau de changement climatique, on voit vraiment dans certains territoires l'expression assez forte du changement climatique, et les éleveurs peuvent vraiment le subir avec voilà, des zones où on va avoir des coups de chaleur et de sécheresse récurrents, des problématiques d'accès à l'eau, et quand on commence à avoir une vraie problématique de sécurisation du système fourrager, là ça devient effectivement un vrai problème pour l'élevage laitier. Aussi d'autres choses comme pas de préparation à la transmission, pas d'anticipation. Et aussi un point très important, c'est aussi le dynamisme territorial laitier avec voilà, des laiteries plus ou moins en nombre sur le territoire, qui investissent, qui donnent une dynamique aussi sur le territoire. En termes de facteurs qui vont être favorables au maintien du lait, on a évidemment le prix qui est essentiel, qui va, voilà, quand il amène aussi une bonne rentabilité, et quand on a aussi une visibilité du prix à long terme. Point très important, le deuxième point, le potentiel pédoclimatique. On voit effectivement que c'est un point clé. Voilà, il faut être dans une zone pédoclimatiquement très favorable à la production fourragère, où on va pouvoir avoir des rendements élevés, avoir une capacité à faire des stocks de sécurité, avoir une autonomie des élevages. Donc ça, c'est quand même un point vraiment clé. Autre point très important qui va être favorable au maintien du lait, c'est réussir à réduire l'astreinte sur l'exploitation. Et je dirais, il y a un peu deux choses. Par la mécanisation, par tout ce qui va être robotisation de traite, d'alimentation, des repousses-fourrages, enfin, voilà, différentes sortes de mécanisation, mais également pouvoir adapter la conduite de son troupeau. Alors par exemple en bio, mais c'est pas que, mais c'est plutôt plus répandu en bio, tout ce qui va être monotraite, vélage groupé, qui ont plutôt tendance à se développer. Aussi, un facteur qui est favorable au maintien du lait, c'est résoudre le problème de la main-d'œuvre, parce qu'on voit aussi que ça peut être vraiment problématique sur les exploitations. Et alors, on va vraiment réussir en fait à avoir un bon dimensionnement de l'élevage au regard de la main-d'œuvre. Parce que voilà, s'il y a une problématique effectivement main-d'œuvre, ça peut être très compliqué pour l'exploitation laitière, donc par une embauche de salariés, par un appel au service de remplacement, par une délégation sur la partie grande culture. Évidemment, ça semble un peu évident, mais c'est intéressant de le remettre, la passion de l'élevage. Très important, je parlais tout à l'heure de facteurs de déprise quand on est dans des zones de moindre densité laitière. Quand on a un écosystème laitier, que ce soit par la densité laitière ou le tissu paragricole, donc ça, c'est des facteurs favorables. Aussi, ça peut être, facteur de maintien, la présence en fait d'un signe officiel de qualité qui va permettre une meilleure valorisation du lait. On a par exemple le cas en Vendée avec l'AOP beurre Charente-Poitou. Tout ce qui va être communication positive autour de l'élevage, dire que c'est quand même possible de pouvoir gagner sa vie, possible de diminuer l'astreinte, et aussi, très important, la présence d'outils industriels sur le territoire qui ont pu investir.
Alors je vais vous, avant de passer plus précisément sur les zones, je vais vous présenter un cas concret. C'est arrêt de 2 associés en structure sociétaire. Donc là, c'est une exploitation du Finistère de 90 hectares. Donc on est à la fois sur du lait et du porc. 650 millilitres de lait, 260 truies, donc naisseurs-engraisseurs, 3,75 UTH associés et 1 UTH salarié. Alors les étapes clés au niveau de cette exploitation, donc il y a eu l'installation du fils en 2009 sur le GAEC familial. En 2013, l'installation de la sœur et des cousins. En 2017, séparation du GAEC. Et ils ont fait un seul GAEC, parents, frères et sœurs. La retraite des parents arrive, donc la maman en 2024 et donc le papa cette année, en 2025. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se pose la question de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde le lait ? Est-ce qu'on arrête le porc ? Est-ce qu'on garde tout ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, du coup, ils se sont posés, ils se sont dit, non, on va arrêter le lait parce qu'il y a une problématique de main-d'œuvre, on ne se retrouve plus que tous les deux, donc on fait quoi ? On embauche, voilà. Et il y avait tout l'atelier lait aussi à refaire à neuf. Et donc, ils ont fait choix de ne garder que le porc. C'était une exploitation laitière extrêmement performante. Ils étaient très, très pointus à vraiment analyser aussi leurs résultats, à optimiser beaucoup de choses. Mais je me suis donc du coup entretenue avec le fils entre 2010 et 2020. Donc depuis son installation, il y a eu des années trop compliquées avec un prix du lait qui n'était pas rémunérateur. Et voilà, on sentait une lassitude. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, ils ont arrêté le lait. Donc lassitude, travail très répétitif et usant. Ils avaient un choix à faire. Donc avec le départ des parents. Donc ils ont choisi d'arrêter le lait et de garder que l'atelier le plus rémunérateur, le porc. Et il exprimait que le lait, c'est une rémunération faible à leur travailler, une production, c'est la production la plus engageante en termes de travail et d'investissement. Et voilà, il y avait ce frein, les parents qui partent, donc frein par rapport à la main-d'œuvre. Donc voilà, on peut vraiment avoir des arrêts d'atelier sur des exploitations qui sont très, 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 très performantes. Et on voit qu'il peut y avoir des moments clés en fait, dans la vie de l'exploitation. Alors on va zoomer spécifiquement donc sur nos zones et je vais commencer donc par la Vendée. La Vendée en fait, donc je l'ai synthétisé de cette façon-là, c'est une zone qui est faiblement laitière avec de grands ateliers laitiers et de vastes surfaces. Donc au regard un petit peu de ce que je vous ai dit, ça peut déjà vous donner quelques idées sur les facteurs de déprise. Donc on a effectivement 16% des exploitations du territoire donc vendéens qui ont un atelier laitier bovin. On est sur une SAU de 149 hectares, donc avec 102 hectares de SFP et donc 62 hectares d'herbe. La taille des troupeaux, on est à 91 donc vaches laitières par exploitation, donc qui est largement plus qu'au niveau national. On est à 68 et 2,8 ETP donc sur l'exploitation. Donc on est ici sur un territoire qui est peu spécialisé en bovin lait. Il y a eu alors un fort développement des tailles d'ateliers avant la fin des quotas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Vendée, donc au niveau historique, donc était rattachée à la région Poitou-Charentes. Et en fait, il y a une remontée du lait de Poitou-Charentes vers la Vendée. Et en fait, il y a une attribution. La Vendée a bénéficié d'attributions conséquentes. Et on a eu, donc à partir de 2008-2009, une très forte progression des ateliers laitiers vendéens. Et en parallèle, c'est là aussi où on a eu beaucoup de robotisations qui se sont faites dans ces années. Et également, c'est vraiment reparti ces dernières années également. Donc, fort développement. Et aujourd'hui, donc, on est sur des élevages laitiers de taille importante. Ce qui caractérise, et Christophe l'a dit tout à l'heure, on est sur des exploitations très associatives, beaucoup de GAEC. Des surfaces importantes, on le voit, 149 hectares, donc beaucoup de surface par unité de main-d'œuvre. Donc ça, c'est pour la caractéristique. Et également, un point important, si on regarde un petit peu les laiteries, on est sur une production de lait qui est quand même en partie transformée. Tout n'est pas transformé sur le territoire vendéen. C'est beaucoup aussi en dehors de la Vendée. Et les outils de transformation vendéens, ils sont orientés sur des produits à assez faible valeur ajoutée. On va avoir du beurre, de la crème, aussi tout ce qui va être fromage de commodité, un peu d'autres fromages. Mais voilà, c'est plutôt ce type d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de déprise ? En fait, le facteur démographique en Vendée, il est moins prégnant qu'au niveau national. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres de Christophe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une bonne dynamique d'installation. Donc il y a des jeunes qui s'installent en lait. Donc ce n'est pas du tout, je dirais, un facteur de déprise sur la Vendée.
Les autres facteurs en fait, qui vont expliquer la déprise, c'est qu'on a des structures qui sont vraiment en capacité de se tourner vers des productions alternatives du fait de leur taille importante. Et donc, voilà, elles vont pas mal se tourner notamment vers des grandes cultures, mais également aussi, voilà, elles pourront mettre aussi un élevage allaitant. On a la problématique de main-d'œuvre et les difficultés de transmission, qui est vraiment exacerbée par la taille d'exploitation importante. Et en fait, hein, on le voit ici, mais je dirais que c'est le cas globalement hein, sur notre filière laitière. C'est assez récent en fait. Le grossissement des ateliers laitiers, ça fait 10-15 ans, ça va dépendre des zones. Et c'est quand même, voilà, elles ont énormément augmenté, enfin, les tailles d'exploitation laitière. Et on a, voilà, il faut pouvoir transmettre et il faut pouvoir reprendre ce type d'exploitation. Ici, on est sur une zone à faible densité laitière, donc avec une spirale à la baisse, hein, peu d'ambiance laitière, un territoire de plein emploi, donc je dirais d'autres secteurs d'activité qui vont attirer des gens hors de l'agriculture, forte activité touristique et un contexte climatique qui est quand même très préoccupant avec une problématique de l'accès à l'eau et donc des vrais problèmes de sécurisation du système fourrager. Et avec la menace, donc déjà on est sur une zone à faible densité laitière et la menace d'aller vers une zone de très faible densité qui rendrait vraiment, qui serait très très menaçant pour cette filière laitière en Vendée. Donc voilà, je dirais assez rapidement ce qui va expliquer ce qui se passe pour la Vendée. Pour le Morbihan et le Finistère, là on est dans une zone laitière dense. Par contre, les surfaces vont être plus réduites. 34% des exploitations du Morbihan et 33% des exploitations du Finistère ont un atelier bovin-lait. On est sur des surfaces autour de 100 hectares, 76 hectares de SFP, 48 hectares d'herbe, une taille des troupeaux qui est plus petite, hein, 77 vaches laitières, mais plus importante qu'au niveau national, et 2,1 ETP. Ici, on est sur un territoire, enfin pour le Morbihan et le Finistère, à forte orientation laitière. On a là aussi, mais vous voyez que ça ne va pas être les mêmes, une forte concurrence d'autres productions agricoles à plus forte valeur ajoutée à l'hectare. Tout ce qui va être porc et légumes. Et ça, là aussi, ça va être, voilà, ça va pouvoir effectivement attirer en dehors du lait. Hein. On est sur une saturation des outils et du travail, une forte usure mentale. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'a pas en Vendée, l'usure mentale, mais ça a été extrêmement exprimé sur le territoire breton. La fatigue, la charge mentale, on en a voilà, vraiment marre par rapport effectivement à l'atelier laitier. Et en termes de laiterie et d'orientation de fabrication, on est ici sur le territoire breton sur une orientation vers des produits de commodité. Donc tout ce qui va plutôt être effectivement beurre poudre, mais plus récemment vers aussi des produits de grande consommation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le Morbihan et le Finistère en termes de déprise? Donc on est sur une zone laitière dense qui est très touchée, elle, par la démographie agricole. Tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas la problématique de la Vendée, la démographie agricole. Là, c'est clairement la problématique de ces départements bretons où on a, hein, ce qu'expliquait tout à l'heure Christophe, donc un choc démographique très important. Également, on a des structures qui vont être en capacité de se tourner vers des productions alternatives. Si les surfaces sont suffisantes, elles vont se tourner vers les grandes cultures. Donc ça, c'est plutôt dans le Morbihan. Sinon, on va vraiment avoir une forte concurrence avec tout ce qui est porc et légumes, où on est sur des productions à plus forte valeur ajoutée à l'hectare. La problématique de main-d'œuvre, les difficultés de transmission exacerbées par les coûts de reprise, on l'a aussi évidemment ici. La forte concurrence sur le foncier, que ce soit par les autres productions agricoles, mais aussi une concurrence aussi par rapport au tourisme, l'usure mentale que j'évoquais tout à l'heure, une filière peu rentable au regard d'autres productions plus rémunératrices par rapport au temps de travail, la forte activité touristique sur les côtes, qui sont aussi des facteurs des déprises. Et là, en termes de menaces, on a la vraie problématique de reprise des outils, alors que j'exprime ici, mais je dirais qu'il est quand même assez global sur la filière laitière, hein, parce qu'on a des outils avec des ateliers laitiers, avec des capitaux importants à reprendre. Hein. Et donc ça peut être effectivement un facteur de déprise et de moindre, du coup, de diminution de production. Et un point important qui a beaucoup été exprimé en Bretagne, mais pas que, c'est le fait, et il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est qu'on ne va plus s'engager
pour la vie. C'est-à-dire que l'éleveur, il ne va pas pendant 40 ans produire du lait. Et ça, il faut quand même vraiment l'avoir en tête parce que voilà, tout ce qui va être modèle économique des exploitations va être à revoir. On est sur des investissements quand même longs, des capitaux très importants à reprendre. Et là, il faut quand même se dire que, attention, ils vont peut-être faire ça 10 ans, 20 ans, mais il va falloir revoir tout ça. La dernière zone, donc West Horn, Sud-Manche, Nord-Mayenne, donc là on est sur une zone laitière également dense qui est vraiment favorable au lait et on a eu plutôt voilà, ces dernières années une intensification et une automatisation. Donc ici vous avez dans chaque zone le nombre d'exploitations avec ateliers laitiers bovins, West Horn 42%, Nord-Mayenne 45%, Sud-Manche 34%. On est sur des SAU en moyenne de 105 hectares. Et une taille des troupeaux de 80 vaches laitières par exploitation et 2,1 ETP. On a eu, alors, je vous disais tout à l'heure, Vendée, c'est à partir de 2008-2009 où on a eu un grossissement des tailles d'ateliers. Ici, c'est vraiment depuis l'arrêt des quotas qu'on a eu cet accroissement des ateliers laitiers et ils étaient même en attente de vouloir voilà, s'accroître. Donc c'est vraiment, ça fait 10 ans, hein, c'est pas plus vieux que ça. On voit effectivement une intensification et une automatisation très forte, alors que ce soit par les robots de traite, les robots d'alimentation, enfin voilà, beaucoup de choses automatisées dans les exploitations. Et quand je parle d'intensification, ici on est sur une zone où le foncier va être cher. Et on est aussi sur une zone où en fait on est sur de très très bons rendements fourragers et avec donc capacité, possibilité d'intensifier en fait, d'intensification en fait à l'hectare. On est sur des terres, donc voilà, c'est ce que j'évoque tout de suite après, des terres très favorables avec des rendements fourragers élevés, avec une part de maïs importante. Et ici, au niveau de l'orientation des fabrications, on est sur un marché de commodité, mais aussi tout ce qui va être produit de grande consommation pour l'export, la RHD aussi, et aussi pour les produits MDD. Donc on est sur une zone laitière dense à fort dynamisme et aux excellentes conditions pédoclimatiques. On voit vraiment que c'est un point clé, le potentiel pédoclimatique qui va être très favorable à la production laitière. Et donc effectivement qui va fortement jouer sur le maintien et sur cette zone laitière qui est très dense. La forte automatisation qui permet de gagner du temps et de la souplesse, c'est ce qu'on voit vraiment effectivement ici. La densité et le dynamisme laitier qu'on observe. Il y a un effet vraiment d'entraînement positif. Le tissu para-agricole, peu de concurrence d'autres productions agricoles ou d'autres secteurs. On voyait dans d'autres zones qu'on avait de la concurrence d'autres productions agricoles. Là, c'est moins le cas. Donc on voit que c'est aussi un facteur de maintien de cette production. On n'est pas sur une très forte activité touristique dans cette zone. On voyait que dans nos autres territoires, c'était quand même le cas et ça pouvait fortement jouer. Et on a une présence de laiterie qui permet de maintenir une dynamique et qui ont besoin de lait et qui ont pu réaliser des investissements importants. En termes de menaces, je vous ai dit, ça fait 10 ans effectivement qu'on a eu, elles ont doublé, les tailles d'ateliers laitiers ont doublé en 10 ans dans la zone. Attention à la problématique travail et main-d'œuvre et la reprise d'outils aux capitaux importants. Ça, on le voit partout, qu'on soit dans une zone très dynamique en lait ou dans une zone de déprise. Ça, c'est quand même un élément important. Et aussi l'intensification des pratiques qui implique un changement de modèle et qui pourra avoir un coût parce qu'effectivement, il y a des coûts effectivement importants quand on intensifie et quand on automatise de façon importante. Alors par rapport aux industriels laitiers, comment répondre aux défis de la baisse de la collecte laitière ? Alors on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur une baisse de collecte laitière 2021, 2022, 2023, petit rebond 2024, mais voilà, qui peut s'expliquer par plutôt des conditions assez favorables au niveau de l'alimentation et un prix aussi du lait qui a pu jouer. Mais globalement, on est sur une tendance baissière de la collecte française. Alors quand on regarde, donc globalement, on est sur cette tendance baissière de la collecte française. On observe cette tendance baissière chez les industriels laitiers que je qualifie de généralistes, c'est-à-dire qui produisent, je dirais, de tout, qui ont un mix produit assez partagé entre les différentes productions, et aussi chez les laiteries qui sont orientées très ultra frais, où là, effectivement, quand on regarde, elles ont plutôt des baisses de leur collecte. Par contre, on va avoir une stabilité de la collecte, voire une hausse chez les industriels laitiers qui sont orientés plutôt produits grande consommation France, où on voit qu'on a plutôt une très bonne tenue de notre consommation en France, ou qui sont en orientation fromagère, parce qu'on voit effectivement que la consommation fromagère, que ce soit en France ou à l'export, se maintient très bien. Donc on voit en fait que selon les produits fabriqués, selon les débouchés que les laiteries vont avoir,
elles n'ont pas du tout les mêmes dynamiques dans leur collecte et même dans leur stratégie. Et du coup, face au recul de la collecte, on va voir qu'on a des stratégies différentes. Soit il y en a qui veulent vraiment maintenir leur collecte, soit développer, soit réduire. Et pour celles qui veulent développer ou maintenir, c'est avoir un prix du lait attractif pour garder ses éleveurs, voire en attirer d'autres. Il y en a qui, effectivement, vont choisir de s'orienter davantage vers les alternatives végétales. Mais là, je dirais qu'il y a un peu deux grandes voies. C'est pour celles qui voient leur baisse de vente de leurs produits et qui sont un peu switchées vers les alternatives végétales. Mais il y a d'autres laiteries, c'est vraiment une diversification qui va s'opérer vers les alternatives végétales. Et il y en a d'autres qui vont plutôt choisir de réduire la fabrication de produits industriels à faible valeur ajoutée parce que la France n'est pas compétitive. Et là, encore un peu de grandes options en réduisant la collecte, en fermant des outils. Et aussi, il y en a, c'est pas forcément leur objectif, c'est réorienter vers des fabrications à plus forte valorisation, à plus forte valeur ajoutée. Et donc tout ça pose aussi, quid un petit peu du maintien du lait sur le territoire. Et pour terminer, du coup, c'est quoi les conditions à réunir pour maintenir une dynamique laitière sur un territoire? On l'a vu, la production fourragère, extrêmement important. Il faut un contexte pédoclimatique qui permet une autonomie fourragère en quantité et qualité. Le foncier, évidemment, en termes de disponibilité, de qualité, de prix. Et effectivement, si on n'a pas une excellente qualité fourragère ou contexte pédoclimatique, on va essayer d'avoir un peu plus de foncier. La main-d'œuvre, ça, ce sont des facteurs, les deux premiers, voilà, les facteurs de production incontournables qu'il faut avoir pour vraiment maintenir une dynamique laitière. Donc la main-d'œuvre, ça soit en compétences pour assurer les différentes tâches, puis aussi en ressources disponibles pour diminuer l'astreinte, avoir aussi du remplacement, pour renouveler les actifs. Donc ça, production fourragère, main-d'œuvre, deux facteurs de production absolument incontournables. Évidemment, il faut un client, un contrat. Si on n'a pas ça, c'est un peu compliqué. Et vraiment, donc voilà, être dans une zone de collecte de laiterie où on voit qu'effectivement, il y a comment dire, des laiteries qui revoient aussi, parce que pour une laiterie, le coût de collecte et le coût de transformation, ce sont de vrais enjeux. Et donc, à des laiteries aussi qui ont des perspectives affirmées pour décider des investissements d'avenir, parce que quand on s'engage en lait, c'est quand même pour quelques années. Évidemment, la valorisation du produit, avoir un atelier laitier qui est rentable, que ce soit au niveau des prix, avec des charges optimisées, et une valorisation du produit qui est suffisante pour diminuer l'astreinte, en automatisant ou en embauchant. Et dernier point, qui est également dans les conditions à réunir pour maintenir une dynamique laitière, l'environnement professionnel et commercial. Il faut avoir un réseau d'appui de compétences, des voisins, de l'entraide, du conseil, mais aussi tout ce qui va être service, maintenance, des équipements. Je vais passer. Merci beaucoup, Christine. Alors, on va essayer d'atterrir et conclure cette présentation avant de vous laisser la parole. Donc ces trois zones-là, on l'a bien vu à la Vendée avec cette, vraiment en synthèse rapidement, oui, c'est pas tellement l'enjeu démographique, mais plutôt on confirme cet effet domino là qui est prégnant. On va pouvoir s'interroger aussi, est-ce qu'il y a d'autres territoires qui vont avoir un peu les mêmes risques? Et puis cet effet végétalisation, oui, on peut arrêter parce que on arrête l'atelier ou on arrête l'exploitation, mais aussi on se réoriente sur une autre production, et ça c'est assez important en facteur de déprise et en facteur de maintien. Parfois on peut faire que du lait. Et puis la Bretagne avec finalement un déséquilibre démographique très très fort, cette perte de confiance, on va en reparler là. Finalement, c'est un équilibre qui est assez long et une inertie dans ces phénomènes. Et quelque part, on hérite aussi de toute cette ambiance laitière qui est passée. Et on ne peut pas tout changer dans les stratégies des exploitations aussi avec cette historique. Et puis aussi cette concurrence avec d'autres activités. Et puis enfin, cette zone emblématique là, qui concentre pas mal d'attention et d'investissement. Peu pas d'arrêt sur ces zones-là. Mais avec ce risque d'évolution de ce modèle agricole qui est pour le moment très très favorable au lait, et avec beaucoup d'investissements, donc des signaux assez forts de l'aval de la filière sur cette zone-là. En synthèse, oui, on a cette situation concurrentielle qui s'intensifie. Les laiteries nous l'ont dit pour certaines. Ah oui, là, on va chercher un peu du lait plus loin. On a d'autres opérateurs qui interviennent sur notre zone, et c'est pas forcément vrai. Alors pour toutes les zones, en fonction de la topographie et puis de l'historique des opérateurs. Mais on a eu quand même
cette situation. Cet effet situation qui dépend de l'historicité, l'effet quota, l'effet aussi saturation ou non des facteurs de production, est-ce qu'on a une soif de lait ou non, et ça pareil, on hérite un petit peu de cette historique qui parfois fait qu'il y a des situations qu'on explique ou qui nous étonnent, qui est un peu l'objet de cette étude. Et puis là, on a des signaux récents, comme on le disait en introduction, parfois contradictoires, en tout cas des décisions d'arrêt de production de lait qui s'inscrivent dans le temps long, avec même si là on a des effets peut-être un peu plus positifs sur la filière, des revenus un peu meilleurs, des prix du lait un peu meilleurs, on a quand même des conclusions qui sont toujours valables, évidemment. Il faudra raisonner à plusieurs échelles et dans les modes de décision, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a quand même toutes des trajectoires qui s'opèrent à l'échelle de l'exploitation, c'est des trajectoires de vie, on a des moments où on prend des décisions, on a vu l'importance de la main-d'œuvre et des choix RH, entre guillemets, des attentes des producteurs, des revenus, et qu'il y a beaucoup de choses qui s'opèrent à l'échelle territoriale, des choix des laiteries en particulier, cette ambiance laitière, cette densité, et donc là on va avoir un autre mode d'action, une autre échelle d'action, qui est plutôt à l'échelle de ces... Vous voyez, parfois on a dû prendre sur 2-3 départements, parfois sur un seul département, bon, en fonction des zones de production et de collecte. Et puis ça dépend aussi là, des autres opportunités, autres activités, puis aux autres productions possibles. Et puis des choses qui nous dépassent un peu plus, des prix de marché mondiaux qui se répercutent plus ou moins sur les prix nationaux. Aussi des prix d'autres productions mondiaux. Bah oui, est-ce que le prix de la viande est plus favorable? Ça peut un peu accélérer ce phénomène de décapitalisation. Et puis des stratégies de groupes qui sont internationaux. En enseignement, on a vu que c'était une diversité de facteurs. Et en fait, ces facteurs, ils sont très imbriqués les uns les autres. Vous avez vu, il y a des sortes de boucles de rétroaction entre, oui, si on a des exploitations plus grandes, on a peut-être plus de mal à transmettre, etc., ou on a plus de risques d'un départ d'un associé, avec ce qu'on a appelé du coup un effet d'entraînement. C'est une des conclusions. On voit que c'est plus complexe qu'on pense et on n'a pas pu faire une typologie avec des territoires qui sont beaucoup plus sur un seul facteur. Donc avec des actions uniquement conduites à l'échelle nationale qui semblent peu adaptées. Oui, ça va être s'adapter vraiment à la vision. Là, on a 3 territoires, on faudrait le faire sur peut-être tous les territoires. Les questions de main-d'œuvre et de l'évolution du modèle d'exploitation, on voit qu'il y a beaucoup de travaux là sur... on sent qu'on est en train de changer de modèle agricole. Finalement, le mode d'exploitation à 2 UTH familial, il est plus si vrai. Il y a des stratégies en termes d'externalisation, de salarisation, automatisation. Ça pose beaucoup de questions sur aussi la modification du modèle avec la modification de la part de l'herbe et donc modification des coûts de production éventuels. Et ça, c'est notamment pour les zones qui sont aujourd'hui favorables. Et ça c'est aussi une des grandes conclusions. Et enfin, l'influence du maillon aval. On sent qu'on a moins de prise, on est dans un régime concurrentiel où on dépend beaucoup des signaux des acteurs aval. Avec parfois des signaux favorables et défavorables et des stratégies qui dépendent de leur mix produit en particulier. Et enfin, le potentiel de production pour les filières alternatives. Donc là, pareil, finalement, c'est l'alternative qui explique aussi pour certains cas le maintien ou la déprise. C'est vraiment le cas de l'orne aussi. En recommandation, donc là c'est le dernier point. Le premier point, c'est, on le voit, il y a un effet démographique qui est quand même très important dans pas mal de zones. Finalement, là, on est peut-être un peu en retard sur cet effet-là. Et donc, le premier point, même si ça se maintient, c'est comment maintenir cette dynamique d'installation. Alors, y compris, et c'est ce que fait l'interprofession, etc., sur les conditions d'accès foncier capital, conditions d'exercice, donc comment aller chercher, favoriser cette stratégie d'automatisation, mais pas que, aussi aller permettre des trajectoires de formation aussi pour que les salariés puissent repasser en installation, et puis travailler sur l'image du métier, l'attractivité, ce que vous faites déjà. Donc finalement, c'est un des gros blocs et il est essentiel parce que sinon tout s'étiole. Et là, on voit que c'est un peu le seul atout qu'on a actuellement, c'est que ça se maintient sur la dynamique d'installation sur pas mal de territoires. L'enjeu et la recommandation sur il va falloir transmettre des messages clairs. On a eu mal à
Et les acteurs sur le terrain ont du mal à avoir une vision de, justement, est-ce qu'on va avoir de la visibilité? Et pas mal, on voyait d'exploitants, on se disait, ah ben non, mais nous, en fait, il y a une image tellement mauvaise, on le dit à nos enfants, non, n'y allez pas, parce qu'en fait, ça fait depuis 2010 qu'il y a une très mauvaise visibilité sur les marchés, une fluctuation. Et quelque part, cette vision à l'échelle de ces territoires-là, comme on l'a fait, ça peut être l'objet d'aller faire alors, sous forme d'observatoire. Alors qui le ferait? Est-ce que c'est plutôt l'interprofession? Est-ce que ce serait plutôt à l'échelle régionale? Mais avoir une vision assez claire des stratégies à la fois des acteurs aval et puis de la situation, parce qu'on le voit qu'elle est, en fait, elle est assez complexe. Et puis elle peut être plus positive qu'on le croit dans certains cas et puis moins dans d'autres. Donc ce besoin de visibilité qui nous a été vraiment remonté. Avec cette question, comment on travaille avec les acteurs aval, enfin, en tout cas, il y a quand même moins de prise dans un régime concurrentiel sur, en effet, une régulation ou une orientation des stratégies. Donc, c'est comment aussi les soutenir, les stratégies de maintien. Et là, vous allez nous en parler. Il y a quand même des choses qui sont faites à l'échelle des exploitations sur le maintien des installations, l'accompagnement des installations. Là, il faut peut-être aller un peu aussi plus loin sur comment on accompagne aussi la transmission. Pour le moment, il y a beaucoup de soutien technique, aussi un peu soutien de prix qui commence, et puis d'aide à l'investissement. Et donc là, on se pose un peu la question de comment aller un peu plus loin sur l'articulation entre le public, finalement, avec ce besoin de maintien du lait qui dépasse aussi les enjeux de filière, hein, qui sont aussi des enjeux de développement rural, etc., et les stratégies des groupes. Voilà. En 4, cette question de la mutation, et nous on voit vraiment un risque dans la mutation du modèle agricole avec finalement des concentrations encore plus de la production laitière dans certaines zones qui vont être les plus favorables et donc qui vont potentiellement mettre en péril aussi les atouts qu'elles ont ces zones pour le moment, donc avec ce modèle familial, une densité, enfin la part de l'herbe et du coup la rentabilité liée aussi à ce modèle fourrager. Et donc ça pose vraiment question sur comment poursuivre ce modèle et ne pas se tirer une balle dans le pied avec ces concentrations sur certaines zones. Et qui rejoint un peu la question de comment on anticipe le déploiement du phénomène, enfin endiguer le phénomène vendéen sur d'autres territoires. Et là, on s'est intéressé finalement aux territoires les plus favorables. Il y a toutes les zones intermédiaires qui sont où ce phénomène peut se passer. Alors on parle de l'effet GAEC et l'effet domino, mais juste aussi d'un effet de déprise, ambiance laitière qui se dégrade, et puis finalement toute une filière c'est comme ce qui s'est passé dans le sud-ouest qui s'étiole. Je vous passe la parole alors, est-ce qu'on fait, je ne sais pas si on prend quelques questions, on est un peu en retard, non, on les prendra par la suite. Donc, je vous passe la parole pour une illustration de Valérie Chailloux. Merci. Okay. Bonjour à toutes et tous. Je me présente peut-être Valérie Chailloux-Février. Je suis éleveuse en Vendée, donc je connais bien les problématiques que vous avez soulevées. C'est tout à fait, je le vis effectivement dans mon secteur. Et juste pour illustrer aussi, la concentration des exploitations laitières n'a pas été aujourd'hui la solution pour maintenir le lait sur nos zones, en fait. Et effectivement, l'intensification, elle n'est pas forcément la solution adéquate. Je vous présente. Donc moi, je suis administratrice à Biolay. Donc Biolay, c'est une organisation de producteurs commerciaux. Donc on n'a pas d'outils de transformation. On est plutôt c'est un groupe de producteurs qui s'est organisé pour collecter sur toute la France. Donc on a 1150 fermes aujourd'hui partout sur le secteur. Ça représente 73 départements. On retrouve aussi les zones un peu plus denses en production laitière. On collecte, on est créé depuis 1994, ça fait une trentaine d'années aujourd'hui. On collecte 240 millions de litres de lait. Particularité, c'est qu'on n'est que 100% bio. Donc c'est une particularité sur la filière lait en général. Donc on collecte, on revend notre lait et on fait nos propres facturations et on fixe nos prix en fonction de la rémunération qu'on en a de notre valorisation de lait. On a une centaine de clients.
On a aussi sur les 1150 fermes, plus de 250 producteurs qui transforment sur leurs fermes. Ça fait partie des alternatives aussi dans les systèmes de production. Et puis tous les bénéfices sont rétribués aux producteurs. On a quelques exemples qu'on a repris justement pour refaire écho un petit peu à ce qui était présenté auparavant. On collecte sur toute la France, effectivement. On a des zones de collecte qui, pour Biolay, sont peu denses, donc qui nous engendrent aussi des coûts de logistique plus élevés. Donc ça remet aussi en exergue un petit peu le support de ces coûts au niveau du prix payé producteur. Sur la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, on a vu que la déprise laitière était assez importante depuis 20 ans. Chez nous aussi, sur la partie collecte laitière, on a eu à peine moins 9% de livreurs en 2024. On a quelques zones où, si Biolay n'était pas présent, on n'aurait plus de lait du tout. Donc on permet quand même sur des zones, notamment au sud-ouest, de maintenir cette activité. Et ça représente aujourd'hui plus de 50% des fermes en bio sur la région Biolay. Donc c'est vrai qu'on collecte avec des coûts élevés, parfois sur certaines zones. On accompagne aussi les éleveurs sur la partie technique et vide groupement. Donc ça, je fais le lien avec, effectivement, pour maintenir le lait demain, il faut que les éleveurs soient aussi accompagnés techniquement. On a besoin. Donc ça aussi, c'est une dynamique sur les territoires qui sera une condition sine qua non si on veut pérenniser le lait. Après, on est sur des systèmes, nous, de production qui sont orientés plutôt autonomie fourragère, donc avec une part importante en système herbagé. D'où l'incidence aussi sur nos fermes des aléas climatiques. Donc, sur la production fourragère, hein, vous évoquiez tout à l'heure. Ça, c'est un réel aussi enjeu pour pérenniser la production sur des secteurs. Et on n'a pas de système uniforme à Biolay. Chacun choisit sa façon de produire. Et effectivement, l'adaptation à certains aléas climatiques, sanitaires, eh bien, sont recherchés et seront orientés techniquement soit de la monotraite ou de la transformation laitière, ou le vélage groupé de printemps. C'est vrai que c'est des orientations chez nous qui sont assez importantes. Donc à Biolay, c'est vrai qu'on a plus de 20% des producteurs qui font au moins une fois par an de la monotraite. C'est un exemple. Et c'est en lien direct aussi avec le problème de main-d'œuvre et cette notion de pénibilité et d'astreinte qui s'estompe si on retrouve des solutions qui pèsent moins sur les éleveurs et les éleveuses. Et puis donc on a une stratégie de fixation de prix à l'année avec une grille affichée en début d'année qui peut évoluer dans le courant de l'année. Et au niveau des transformateurs, eh bien, on travaille avec une diversité de clients et on peut avoir aussi des solutions sur notamment des zones comme Nouvelle-Aquitaine en lien direct avec des petits transformateurs où ça peut relier la partie corrélation production et besoin des transformateurs locaux, avec l'entité sur certains territoires de garder aussi cette notion de local. Et donc ça répond à ces évolutions-là. Et avec une contractualisation pluriannuelle qui peut garantir une vision effectivement sur ces zones-là aussi, enfin sur l'ensemble des zones, parce que c'est vrai partout, mais une vision à plus long terme. Et donc on fait le lien avec nos actions de communication au niveau local, sur des animations magasins, fermes ouvertes. Donc c'est aussi des moments et des lieux où on peut faire connaître en fait ce que c'est que d'être éleveur ou éleveuse laitier, ce que ça engendre, et puis ce qu'on peut faire sur certains territoires, enfin sur l'ensemble des territoires. Sur une autre partie qui concerne aussi la zone sur laquelle vous avez évoqué tout à l'heure le déclin, sur des zones en déprise laitière comme la Bretagne, effectivement, on a aussi eu, nous, des départs en Bretagne. On a quand même, nous, eu des installations sur ce territoire-là notamment,
de plus d'une dizaine de fermes qui ont été un peu diverses. Soit c'était des reprises de fermes conventionnelles pour passer en bio, soit c'était des reprises de fermes qui avaient arrêté le lait il y a quelques années, où la structure laitière, notamment la sole de traite, l'équipement était encore en place. Et donc des nouveaux installés ont repris cette structure-là pour refaire du lait. Donc on a accompagné, nous à Biolay, ces structures-là pour s'installer et puis redémarrer une collecte laitière sur leur site. Donc ça crée aussi une dynamique plutôt positive en fait, de réengendrer et de remettre en place du lait. Et donc sur ces territoires, ça ne s'est pas fait tout seul, puisque effectivement, nous avons collecté ces nouveaux installés et on a aussi intégré l'accompagnement aussi technique parfois, soit par des réseaux qui existent déjà, parce qu'il y a les chambres d'agriculture, des réseaux CIVAM ou de GAB pour la partie bio qui peuvent intégrer et accompagner ces remises en place de production. Et c'est plutôt travailler aussi sur, on parlait de rentabilité ou de visibilité des ateliers, repartir sur des systèmes de production donc en priorité liée à l'élevage et en corrélant la partie heures travaillées en fait. Et ça c'est souvent un domaine dans le monde agricole qu'on a laissé de côté, et aujourd'hui on est confronté à de la déprise laitière qui est, on l'a dit, la main d'œuvre est vraiment l'usure mentale. J'ai entendu là tout à l'heure, l'usure mentale, c'est effectivement, je pense, quelque chose où l'heure travaillée, on doit pas en parler en agriculture et notamment en lait. Et aujourd'hui, c'est un réel déficit pour donner une image positive à notre métier. Et moi, je tiens vraiment à ce qu'on, quand on a des projets de réinstallation ou de reprise de ferme, à corréler cet aspect travail, moyens de production et heures passées, rémunération à l'heure. Donc des systèmes à base de systèmes pâturants avec de la monotraite, des vélages groupés, c'est des systèmes qui peuvent amener une certaine sérénité dans le redynamisme d'une production laitière. Ce n'est pas les seuls. C'est une alternative parmi d'autres. Mais on a constaté, nous, que c'était une réelle impulsion positive, en tout cas, sur des secteurs. Effectivement, sur la Bretagne, il y avait le climat aussi propice au système herbager. Et je le disais tout à l'heure, un réseau de soutien à l'installation par de l'accompagnement technico-économique. Des prises laitières, donc des solutions qu'on a nous un peu identifiées au niveau de la ferme et au niveau de la filière. Au niveau de la ferme, on laisse justement la réflexion à la mise en place d'un système de production qui soit le plus résilient possible, avec des adaptations qui vont être certainement différentes suivant les régions ou les territoires. Donc basés sur des systèmes orientés pâturants et donc plus résilients à certains aléas climatiques, notamment la dépendance d'intrants. C'est vrai qu'en cahier des charges bio, on a été moins sujet, par exemple, à l'inflation liée à la guerre d'Ukraine, il y a 3 ans. Et puis avoir une visibilité à long terme sur le prix, sur le mécanisme de gestion de crise. C'est important de pouvoir l'anticiper aussi. Et au niveau de la filière, en fait, Biolay est un acteur qui collecte sur toutes les zones aujourd'hui. Ça nous engendre un coût. Des solutions qui peuvent être identifiées aussi. Il y a des ouvertures aujourd'hui de programmes opérationnels, par exemple, qui pourraient accompagner le maintien du lait dans les territoires, ou en tout cas éviter que la déprise puisse s'accroître sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est un levier qui pourrait amener un accompagnement positif sur le maintien des fermes. L'accompagnement technique par le collecteur ou par d'autres structures, il doit être organisé aussi si on veut maintenir ces élevages laitiers. Parce que tout seul, s'il n'y a que le collecteur et l'éleveur, effectivement, il va manquer de dynamique sur des innovations techniques ou même sur l'entraide ou des capacités d'investissement aussi mutualisées, type CUMA par exemple. Et puis donc l'accompagnement des installations en bio, forcément, ça fera partie aussi des solutions pour développer et maintenir en tout cas les fermes laitières. Voilà pour ma partie d'expérience sur notre structure à nous en tant que Biolay.
On a essayé d'identifier un peu les zones que vous aviez, sur lesquelles vous aviez travaillé. Il va nous rester quelques minutes pour les questions, les réactions dans la salle, si vous en avez. Plusieurs questions, mais d'abord une question par rapport à l'astreinte. Dans certaines régions où les gens se tournent sur notamment la production porcine, alors déjà, je dirais l'image de la production des deux productions sont différentes, et je pense que la complexité d'installation porcine par rapport au lait, donc c'est l'interrogation. Et puis on a le robot de traite et le robot de mise bas, robot d'insémination, il n'existe pas. Alors je vois par rapport à l'astreinte, je comprends pas là. Est-ce qu'on peut creuser un peu, parce que je pense que dans cet élevage-là aussi, on a beaucoup d'astreintes, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup la valeur ajoutée à l'hectare qui joue dans ce système, et qu'il a fait ses calculs et il disait qu'il passait quand même moins de temps de toute façon, parce qu'il y a effectivement, ils avaient déjà un robot de traite, hein, il fallait tout revoir, tout réinvestir, donc c'était important, découragé par un prix du lait qui a longtemps été qui ne couvrait pas forcément toutes les charges, et à voir que je pense qu'il y a aussi le côté rémunération qui joue beaucoup aussi sur la production porcine, et qu'on peut peut-être aussi également voir sur des productions. Alors, eux, c'était pas leur cas, mais il y a aussi le cas sur des légumes où on a vraiment de la valeur ajoutée à l'hectare qui peut être forte. Et ça joue. Et c'est pas forcément l'astreinte. Alors, il exprimait beaucoup l'astreinte, effectivement, sur le lait. On peut en avoir en porc, ça, je veux bien vous croire. Mais je pense que c'est quand même vraiment le temps passé, c'est ce que vous évoquiez aussi, quoi, par rapport à la rémunération. Qui était assez important. Alors, quant à l'investissement, je voulais dire aussi, c'est donc ou majoritairement lié à la rémunération, parce que le prix, c'est comme tu dis, c'est quand même amélioré ces dernières années, ou c'est aussi le fait d'une timidité des partenaires bancaires dans l'aspect garantie, dans l'aspect suivi. Est-ce que ça a été aussi, c'est un point qui peut venir, ou un problème de visibilité de filière, mais parce qu'en fait dans le réinvestissement, c'est du réinvestissement de confort, c'est du réinvestissement de quel type de réinvestissement, et en termes d'installation, les montants effectivement peuvent être importants, mais derrière, si la rentabilité est là, donc je vais essayer de comprendre, de structurer économiquement pourquoi. Ouais. Moi, je pense quand même que quand on a débuté le travail, ou même à l'origine du travail, on n'était pas encore sur des années où on avait ce prix du lait qui est plus intéressant quand même. Et je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, mais tu l'exprimes beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements de confort qui s'opèrent et qui se font. Là, je pense que 2010-2020, c'était pas forcément ça. Et parce qu'effectivement, une rentabilité de l'atelier laitier qui n'était pas toujours au rendez-vous et qui a découragé. Mais effectivement, il y a quand même un changement là depuis 2 ans, où on n'est plus forcément sur un même prix, une même rentabilité de l'atelier. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il aurait peut-être gardé son atelier laitier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Bonjour, Jérôme Peson pour la revue L'Éleveur laitier. J'avais une question, savoir s'il y avait des éléments chiffrés sur le recul, sur l'évolution de la collecte dans les 3 zones étudiées. Oui, tout à fait. Alors là, on ne les a pas spécifiés, mais c'est des choses qu'on a évidemment par zone, évidemment. Hein, ouais. Et même plus précisément que la collecte. Oui, donc ça, effectivement, il y a des chiffres très précis sur la collecte. Là, on s'est remis un peu en perspective. Moi, ce qui me frappe sur la zone normande, comme j'ai dit, c'est plus 36% de collecte entre 2006 et 2022. Donc, c'est vrai
quand on regarde la France par rapport à ses voisins européens, on a tendance à trouver que la moyenne globale est assez stable, et on oublie souvent les dynamiques territoriales hyper contrastées à l'intérieur du territoire français. Et qu'il y a une zone qui rivalise tout à fait avec l'Europe du Nord en termes de croissance, qui a débuté un peu avant la fin stricte des quotas laitiers, parce qu'en France, on a eu la sortie progressive des quotas laitiers entre 2007 et 2015. Donc il y a une grosse partie de la croissance qui s'est faite là. Et donc, pour moi, voilà, cette zone normande est en phase de digestion de croissance, mais a un potentiel qui peut se réexprimer, comme on l'a expliqué. Les autres ont été un peu victimes. Là, il y a eu une baisse de collecte en Vendée, il y a une baisse de collecte aussi légère en Morbihan, en Finistère, depuis 2018-19. Je veux bien rebondir par rapport à ce que vous dites, parce que, enfin, sur ma zone, moi je suis du sud Vendée, donc dans la zone sud-ouest, là, où les collecteurs, effectivement, suite à beaucoup d'arrêts dans le sud-ouest, ont fait remonter du volume en réattribuant des références, notamment en Vendée. Donc ça a créé de la restructuration laitière en intensifiant certaines fermes laitières. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va arriver aussi à ça dans une zone comme la Normandie, là, l'Orne, où on intensifie les structures, mais qui vont avoir du mal à être transmises, ou avec le prix du foncier élevé, les charges des fermes qui ne baissent pas, mais qui plutôt vont plus vite que la rémunération du prix. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on soit amené aussi à vivre ce qu'on vit dans ma zone ? Oui, si, il me semble que c'est aussi une problématique qui a été abordée par Alexis, là, compte tenu de la... Parce qu'on voit qu'il y a de la croissance encore en France, y compris d'exploitation de 150-300 vaches. Donc si on regarde ailleurs en Europe, on voit typiquement au Danemark, c'est des fermes qui ont beaucoup de mal à se transmettre dans un cadre familial, et donc qui ont tendance à faire des tours de table d'actionnaires, en fait, qui portent le capital. Parce que c'est plus possible pour même avec une rentabilité apparente forte, c'est quand même très très lourd à porter pour une seule personne. Donc je pense qu'il faut imaginer des formes de portage ou de transmission du capital qui vont évoluer avec la taille des exploitations. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions dans la salle, sinon je pense qu'il faut qu'on conclue. Je pense que c'est... En tout cas, je vous remercie pour l'étude. Bon, il y a des choses qu'on pressentait, mais là, je dirais que c'est noir sur blanc. Ça permet de voir les choses. Moi, j'ai retenu un enseignement important, en tout cas au niveau interpro, c'est articulation, stratégie des transformateurs et des producteurs, c'est-à-dire dans la compréhension, et donner de la visibilité. Parce que vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, le marché mondial, on sait au niveau mondial, on sait au niveau français qu'on a besoin de lait, qu'on est parti. Je dirais tous les feux sont ouverts, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à transmettre ce message jusqu'en bas. Et je dirais, moi, ça a eu le mérite là de nous montrer effectivement que peut-être qu'on a une petite défaillance au niveau communication. Il faut qu'on descende et qu'on redonne vraiment du moral et de dire que les choses vont mieux. Et alors, ça s'est traduit par le prix. Alors, le prix, je dirais, c'est jamais assez. Hein. Mais si on réfléchit au niveau filière, on a moyen d'aller rechercher de la valeur sur des marchés qu'on a peut-être laissés de côté. Et donc, indirectement, c'est de la valeur qui sera retranscrite à l'ensemble des producteurs. Et il y a simplement une petite chose, mais je voulais dire, c'est que quand vous dites que les producteurs sont sur le beurre et la crème des marchés non rémunérateurs, vu les cours mondiaux qui sont actuellement, je pense qu'il faut essayer de modérer cet aspect-là. Voilà. Alors, c'est une discussion de la répartition de la valeur qui est actuellement en discussion au sein de la filière, mais on a aujourd'hui, notamment sur ces marchés-là, actuellement, ils sont super rémunérateurs. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous de participer. Voilà.